Bonjour, bienvenue au 6e forum régional de la CSTI, plus particulièrement à l'atelier sur la nouvelle donne avec la CSTI en ligne, quels acteurs, médias et publics. Alors, avant le confinement, on ne va pas se mentir, la pratique de la CSTI en ligne existait déjà. Nous pouvons citer de nombreuses chaînes sur le net, animées soit par les universités, par les centres de recherche, ou tout simplement par des youtubeurs. Mais en cette période de confinement, beaucoup d'entre nous ont été soumis au choix de maintenir leur action, ou de le maintenir ou de les annuler, mais pour les maintenir, le choix c'était en ligne. Comme nous avec ces 6e forums. Certains hésitent encore, d'autres ont sauté le pas. Alors, pourquoi et comment se lancer dans l'aventure numérique de la médiation? Autour de cette table ronde, nous avons 6 acteurs qui sont là pour discuter avec vous sur comment s'assurer de proposer un contenu attractif et adapté au public en maîtrisant la technique, comment rencontrer son public. Mais ça, c'est ce que je vous propose. Nous, parce qu'on a été soumis à cette question-là aussi, c'est comment rencontrer notre public, comment assurer une interaction sur ce public. On a développé différents outils qu'on va vous présenter. Il y a le chat. Le chat, effectivement, il n'apparaît pas forcément automatiquement, mais posez vos questions, car on peut les faire apparaître au bas de l'écran de façon alternée, afin de pouvoir maintenir ce lien entre vous et nous. Ces questions seront posées effectivement ensuite aux intervenants. Et puis, il y a aussi un autre dispositif qui s'appelle le WooClap. Et là, je laisse Sylvie Maurice, qui est chargée de projet aussi à Centre Sciences, de vous le présenter. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler donc de WooClap. C'est un outil interactif, donc un questionnaire en ligne, accessible en flashant un QR code. Donc pensez bien à avoir une application de flash code à proximité, ou vous pouvez aussi rentrer le code sur un navigateur web. Donc ces informations seront affichées à l'écran, sont aussi affichées sur Twitter. Voilà, pour que vous ayez plusieurs sources d'informations. Donc, pensez bien à flasher le code vraiment maintenant et dans les minutes qui suivent. Vous n'aurez pas tout de suite la première question, elle arrivera un petit peu après. Mais en tout cas, le but, c'est déjà de vous connecter et ensuite, vous aurez accès aux questions. On a prévu certains temps vraiment dédiés au WooClap, c'est-à-dire qu'on va vous annoncer, on va vous poser la question, puis on va dire attention, on va donner la réponse, vous avez encore le temps d'y répondre. Pour nous, c'est un outil qui nous permettra effectivement d'avoir votre avis, car c'est toujours plus difficile d'avoir une interaction avec son public quand il est derrière un écran. Et donc, c'est aussi une façon de pouvoir interagir. Quand je dis nous, je parle bien sûr des acteurs qui sont autour de cette table ronde numérique. Alors, qui sont ces acteurs? Est-ce que Sylvie, je te laisse nous les présenter? Oui. Alors, en premier, donc, nous aurons Béatrice Saunier, qui est coordinatrice de la Fête de la Science en Indre-et-Loire à Centre Sciences, qui remplace Émilie Ferrier, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous cet après-midi. Nous aurons également Adeline Vieux, qui est chargée de communication à la MSH Val-de-Loire, ainsi que Jean-Philippe Corbellini, qui est responsable du pôle image à la MSH également. Nous aurons Rémi Nadal, qui est médiateur scientifique au pôle des étoiles de Nancy. Maxime Boucher, qui est doctorant à l'Institut Denis Poisson à Orléans. Et un petit peu plus tard, nous rejoindra Nicolas Charles, qui est géologue au BRGM et qui devrait arriver d'ici une petite heure et qui sera avec nous pour la suite de la table ronde. Alors, on va commencer cette table ronde. Bon, on va commencer par notre dispositif, justement. On va commencer par la première question WooClap. Ensuite, donc, je te laisse la parole, Sylvie. Donc, la première question va se lancer. Voilà. Donc, la première question est donc, aviez-vous déjà utilisé justement la médiation en ligne avant la crise sanitaire? On vous laisse répondre. Donc maintenant, on va commencer effectivement cette table ronde avec Béatrice Saunier. Donc, je le répète, Béatrice Saunier a eu la gentillesse de remplacer Émilie Ferrier, qui malheureusement est malade aujourd'hui. Béatrice, effectivement, le point commun avec Émilie Ferrier n'est pas que lié au territoire de l'Indre-et-Loire, c'est aussi sur l'activité. Donc, en charge de la coordination de la Fête de la Science. Pourquoi ça a été important pour vous de faire un événement en ligne, de coordonner, en tout cas de maintenir cet événement en ligne avec l'Université de Tours, qui, je crois, fête un anniversaire particulier en plus? Oui, merci Jamel. Donc, je vais reprendre un petit peu le contexte. C'est vrai que la Fête de la Science 2020
très vite, au premier confinement, l'ensemble des coordinations au niveau national, on s'est posé la question de savoir si on allait maintenir la fête de la science et surtout comment. Donc, c'est vrai que sur le département d'Indre-et-Loire, c'était l'Université de Tours qui devait accueillir pour les 50 ans de l'Université de Tours le Village des Sciences. Pour rappel, le Village des Sciences, c'est je dirais, un moment fort dans le département au moment de la fête de la science, c'est-à-dire c'est un lieu où tous les acteurs de la culture scientifique, les organismes de recherche, les associations, les établissements scolaires se retrouvent sur 2 jours d'animation pour le grand public. Et souvent, ces villages des sciences, en tout cas sur Tours, accueillent près de 5000 personnes. Donc, l'Université de Tours, avec Centre Sciences, on s'est posé la question de savoir si on pouvait maintenir en état ce village des sciences, compte tenu du contexte sanitaire. Et ça paraissait assez difficile de maintenir à l'université, d'autant que tous les cours étaient supprimés, de maintenir un événement culturel, même pour le mois d'octobre. Donc, du coup, l'Université de Tours a réfléchi sur une forme nouvelle, à savoir de proposer un village des sciences numérique. Et c'est vrai que là, on a été confronté tout de suite à comment on organise un événement numérique, parce que c'est quand même très différent d'un événement en présentiel. Donc ça, c'était pour rappeler un peu le contexte en fait du village des sciences. Et je dirais que par chance, à l'Université de Tours, il y a quand même des compétences, à savoir un service audiovisuel, ce qui s'appelle la DPNM, qui est présent, accompagné du service communication qui a décidé donc d'organiser un direct toute la journée. Donc, c'était quand même un direct de 6 heures pratiquement, avec une succession d'événements. Parce que l'objectif qu'on voulait se fixer, c'était quand même d'avoir le même public. C'est-à-dire que la fête de la science, le village des sciences, c'est un public, c'est du grand public, un public assez familial. Les animations qui sont proposées par les acteurs, notamment les acteurs recherche, sont très interactifs, c'est-à-dire que c'est des animations, c'est des petites expériences. Donc, vous voulez aussi garder cet esprit interactif. Et puis, il y avait déjà quand même la volonté de certains laboratoires de participer à la fête de la science. Donc, on voulait quand même garder cet enthousiasme des labos à participer sur un thème cette année qui était Planète Nature. Donc, très tôt, on a monté une équipe projet avec le service communication, Centre Sciences, les services audiovisuels, et puis l'animatrice, parce qu'on voulait aussi une animatrice, une youtubeuse, parce que on avait l'impression quand même que pour faire de l'animation sur YouTube, c'était nécessaire d'avoir une animatrice, je dirais, aguerrie à ce type d'exercice. Voilà. Donc, passer un petit peu tout l'objectif du public, l'objectif de logistique et technique, on s'est posé la question du format qu'on allait proposer au public. Et c'est pour ça qu'on a proposé différentes séquences, à savoir des visites de laboratoire qui étaient tournées avant, c'est-à-dire qu'on a filmé avant des visites de laboratoire et après la personne était présente en studio pour réagir aux questions suite à cette visite de laboratoire. On avait des expériences en direct où là les chercheurs proposaient des petites expériences que les enfants pouvaient réaliser chez eux, soit en direct, soit en différé. Et puis, on voulait aussi proposer des débats, mais pas sous forme de conférence. On était sur des débats entre 20 et 30 minutes pour qu'il y ait un échange aussi avec le public qui avait la possibilité de chatter en fait sur le site YouTube de l'Université de Tours. Je vais vous faire partager un petit peu des photos pour commenter si c'est possible. Et donc, qu'est-ce que vous voyez là? Donc là, c'est l'installation des studios. Donc, on se rend compte quand même que l'Université de Tours bénéficie de compétences et puis d'outils, je dirais, pour pouvoir mettre en place un studio et lancer un direct là sur une journée. Après, on avait 2 studios. Donc ça, c'était le studio principal. Et après, on avait un autre studio. Excuse-moi, Béatrice. Peux agrandir tes images sur ton bureau, s'il te plaît? Faut que je les agrandisse? Oui, un tout petit peu. Est-ce que c'est mieux là? Merci.
là, c'était un autre studio où on avait les expériences en direct. Donc, on passait quand même d'un studio à un autre. Donc, techniquement, ce n'est pas évident. La DPNM était aussi accompagnée des services, je dirais, du FACLab de l'Université de Tours. Donc, ça représentait quand même une équipe à peu près de 10-12 personnes hein, pour gérer en plus le chat. Donc là, c'était l'animatrice, la youtubeuse Valentine Delattre qui préparait son intervention avec une chercheuse pour un des débats. Donc là, c'était dans les préparatifs. Ça, c'est une photo des vidéos qu'on a tournées avant, parce que c'est vrai que quand on fait du numérique, il faut aussi beaucoup de préparation. C'est-à-dire que les visites de labo, elles n'étaient pas en duplex, mais elles étaient tournées avant. Donc tout l'été, on a dû mettre en place, je dirais, des visites de labo pour ensuite faire les montages. Ça, c'était toujours le direct des expériences sur les œufs. Donc là, encore quelques expériences. Donc ça, c'était à la technique avec le service communication aussi qui faisait l'animation sur le chat. David Giron, qui était notre ambassadeur, qui était présent pour toute la journée. Et puis ça, c'était Pierre Gibert, qui était présent aussi le jour du direct et qui faisait des petits dessins qu'on proposait aussi pour agrémenter, je dirais, les débats. Donc là, c'est quelques dessins que j'ai mis. Donc c'est vrai que c'était assez sympa. Ça permettait, je dirais, de capter aussi un public un peu différent, voilà, avec toujours cette idée de capter les enfants aussi, avec un peu d'humour et du dessin. Voilà. C'est un petit dessin. Doucement, laisse. Voilà. Donc voilà, on s'était posé la question des différents formats pour garder une dynamique, je dirais, d'intervention. C'est-à-dire que les gens pouvaient être présents sur le site uniquement pour des expériences ou pour un débat ou pour chatter ou pour voir une visite de laboratoire. Voilà, ils n'étaient pas obligés d'être là toute la journée. Si je dois faire un petit peu le bilan, où on nous a dit qu'il y avait à peu près eu 2000 vues sur le chat, enfin voilà, sur l'émission. Le jour du direct, on a eu jusqu'à 85 personnes présentes en direct. Et puis, leur temps d'écoute était à peu près de 12-13 minutes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions aussi. Voilà, c'était un peu. Donc, c'était une aventure assez nouvelle, en tout cas, pour l'université, pour Centre Sciences et pour l'ensemble des labos qui ont participé. Je pense que c'était une forme nouvelle. Je ne sais pas si on reprogrammera en fait ce type d'événement numérique. Ça prend beaucoup de temps. Il faut beaucoup anticiper. Et effectivement, quand on conçoit comme ça un événement, et peut-être qu'on reviendra dans les questions, je pense que de préparer avec la technique pour savoir ce qui est possible de faire, c'est très important. De filmer en amont en fait des vidéos qui sont diffusées au cours du direct, c'est important parce que ça permet de sécuriser un petit peu, surtout en crise sanitaire, de sécuriser un petit peu les vidéos et puis de maintenir quand même un chat et un direct et un échange avec le public au cours de l'émission. Moi, j'ai entendu beaucoup, enfin, merci déjà, merci beaucoup pour cette présentation. J'aimerais bien que vous reveniez sur justement la question du public. Vous vous êtes beaucoup posé de questions sur comment vous vouliez maintenir le public qui venait de façon régulière. Quand on parle de maintenir le public, on est vraiment en termes de qualitatif, c'est-à-dire toucher la même cible que pour les fêtes de la science précédentes, où vous vous êtes dit, c'est l'occasion d'aller en conquérir à nouveau. Comment vous avez abordé tous ces points-là? Ça, c'était la grande question, c'était de savoir en fait si le public allait adhérer à ce type de format, parce qu'on avait l'habitude d'avoir un public familial avec beaucoup d'enfants, et on se demandait s'ils allaient être présents le jour du direct. Donc, on a fait à la fois une campagne de communication ciblée vers les familles,
Et puis, on s'est posé la question, comme on passait le direct sur la chaîne YouTube de l'Université de Tours, ce n'est pas forcément un public, je dirais, d'enfants qui va sur le YouTube de l'université. Donc, il était important qu'on ait une communication à la fois sur les réseaux sociaux et sur des outils de communication, presse, TV, presse écrite, pour que les familles, en fait, adhèrent à ce type de format. À noter aussi que l'Université de Tours avait quand même déployé tout un arsenal de communication, notamment une page sur le site de l'université, une page dédiée qui permettait de voir à la fois le programme détaillé. Il y avait des jeux en ligne qui étaient proposés toute la semaine, c'est-à-dire que les enfants pouvaient poser des questions aux scientifiques, ils pouvaient se filmer et poser des questions aux scientifiques, et les scientifiques répondaient en fait aux questions. Il y avait des ressources qui étaient proposées, des ressources vidéo, des ressources numériques qui sont proposées dans le reste de l'année par les équipes de l'Université de Tours, qui étaient aussi mises à disposition du public pour se documenter sur différents sujets qu'on n'aurait pas abordés pendant le direct. Et le choix de 6 heures, pourquoi 6 heures de direct? C'est quand même un gros défi, un gros challenge que vous vous êtes mis. Parce que d'habitude, on fait un village d'essence de 10h à 18h. Donc, en fait, on s'est dit, tiens, on va rester dans cette tranche horaire, mais sur une journée seulement. Et c'était déjà énorme en préparation. Alors, il y avait des moments de pause pour effectivement dire au public que là, ils avaient la possibilité d'aller manger, d'aller goûter avec les enfants et de revenir après pour la séquence suivante. Mais ça nous semblait important de proposer sur une journée. On avait 4 visites de laboratoire qui étaient proposées, c'est-à-dire que c'était un petit film qui était proposé. Et ensuite, on avait des acteurs scientifiques qui étaient présents en studio pour répondre aux questions. On avait 3 débats qui étaient organisés, 4 expériences en direct, et puis quelques interviews spécifiques par rapport à des projets de l'Université de Tours. Donc, il y avait des rendez-vous qui étaient programmés, qui permettaient à chacun de venir effectivement à un moment donné précis. Et puis, entre chaque rendez-vous, comment c'était meublé, entre guillemets? Comment vous restiez présent à l'antenne? Oui, par une diapo en disant prochain rendez-vous à telle heure avec tel débat, tel intervenant, telle visite de laboratoire ou telle expérience que vous allez pouvoir faire en direct. Préparez vos ingrédients, vous allez pouvoir faire une expérience en direct. Voilà. D'accord. Et comment on prit comment on réagit, excusez-moi, comment ont réagi les chercheurs justement quand on leur a proposé cette nouvelle forme? Alors, il y avait à la fois le plaisir de participer à la fête de la science et puis après, quand même une certaine, des fois, appréhension à se dire, tiens, on va passer en direct, là, il ne faut pas que je me loupe. Voilà, c'est un peu plus stressant. Et puis, en fait, après, ça se fait naturellement quand on prépare à la fois avec l'animatrice qui était bienveillante et rassurante pour les intervenants. Et puis, je pense malgré tout quand même que la plupart sont des enseignants-chercheurs, donc ils ont l'habitude quand même d'intervenir et ça s'est très, très bien passé. Oui, oui. Donc, juste pour faire une transition sur peut-être le WooClap, avant, excusez-moi, j'hésite entre le tu et le vous. On s'était mis d'accord pour dire vous à tout le monde, mais Béatrice est ma collègue, donc j'ai l'habitude de dire tu. Donc, de temps en temps, je dérape. Donc, je me concentre. Effectivement, vous êtes, je vais y arriver, vous êtes appuyé sur l'expérience justement d'une youtubeuse pour animer, c'est bien ça? Oui. C'était vraiment une volonté de l'université. Émilie Ferrier, que je remplace aujourd'hui, qui a sollicité donc Valentine Delattre, qui a une émission, qui a une chaîne YouTube Sciences de Comptoir. Et on s'est dit qu'elle était plus apte, je dirais, à animer comme ça des émissions sur la chaîne YouTube. Et on s'est dit que ça serait plus interactif parce que c'est pas donné à tout le monde peut-être de faire des émissions sur YouTube. Voilà. Ce qui me permet de glisser sur la question WooClap, justement. Sylvie. Donc, la première question qu'on a posée à tout le monde était: aviez-vous déjà utilisé la médiation en ligne avant la crise sanitaire? Et on a 85% de réponses négatives, c'est-à-dire que 85% des personnes n'avaient pas utilisé la médiation en ligne avant la crise sanitaire. Donc, je rappelle, pour ceux qui voudraient répondre à la prochaine question qui va arriver, de flasher le QR code qui était disponible sur le Twitter, ou sinon
de rentrer dans votre navigateur web le lien suivant, donc www.wooklab.com/GYBXEC en majuscule. L'image devrait apparaître sous peu. Donc la deuxième question qui va bientôt apparaître pour ceux qui se sont déjà connectés, ça va être: avez-vous transformé un événement justement en présentiel en événement en ligne, puisque c'est ce qu'on vient de citer, donc un événement fête de la science en présentiel qui s'est transformé en numérique. Donc on va voir combien de personnes ont fait aussi ce choix-là. Et pour continuer sur la fête de la science, on va donner la parole donc à Adeline View. Avant de donner la parole à Adeline View, en fait, j'aimerais bien faire réagir peut-être les acteurs qui sont autour de cette table sur cette première question. Avez-vous déjà utilisé la médiation en ligne avant la crise sanitaire? En fait, la question sous-tendue, c'est: vous vous êtes reposé sur quelle expérience pour vous lancer justement sur un événement en ligne, que ce soit médiation. Donc, Béatrice, tu as commencé déjà à répondre en disant effectivement que vous aviez recruté une youtubeuse, mais est-ce que d'autres personnes veulent intervenir autour de cette table? Je pense à Adeline, à Rémi ou à Jean-Philippe. Moi, pourquoi pas. Bonjour tout le monde déjà. Je suis youtubeur aussi de métier, non pas de métier du tout, par passion, on va dire ça comme ça. Donc de la médiation, j'en ai déjà fait personnellement. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an que je suis au Pôle des Étoiles et ça fait par contre 5 ans que je suis sur YouTube. Quasiment. Donc j'ai l'habitude aussi, on va dire ça comme ça. Donc je me suis reposé là-dessus notamment. Et vous, du côté de Adeline View et Jean-Philippe de la Maison des Sciences Humaines? Alors nous, complètement, on rentre dans la transformation en fait d'un événement, puisque notre participation, elle est normalement dans le cadre du village des sciences. Donc on s'est complètement intégré dans le village des sciences numériques de l'Université de Tours et on est passé sur un format numérique dans ce cadre-là en fait. Mais sinon, nous, on est vraiment sur des formules de coordination dans le cadre du village en présentiel, en temps normal. D'accord. Très bien. Et bien, donc justement, je vous laisse la parole pour nous expliquer comment justement vous avez transformé donc, le parcours scientifique que vous proposiez en présentiel sur les précédentes éditions de la Fête de la Science en la formule que vous avez proposée l'année dernière en numérique. Oui, merci. Alors nous, donc je suis accompagnée aujourd'hui avec mon collègue Jean-Philippe Corbellini, qui est audiovisualiste à la MSH. Moi, je suis chargée de communication donc à la MSH Val-de-Loire, la Maison des Sciences de l'Homme Val-de-Loire. La MSH, en fait, a pour but de fédérer des laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales sur Tours et Orléans. Donc favoriser l'interdisciplinarité entre les équipes de recherche dans différentes disciplines. Et puis on propose des services numériques, on a tout un panel de services à proposer aux chercheurs pour les aider dans leur cadre de leur projet de recherche. Et chaque année, en fait, la MSH participe au village des sciences de Tours avec les équipes qui veulent bien nous accompagner. Et donc en temps normal, on coordonne un parcours pédagogique au sein du village pour proposer en fait au public un petit sens de visite par rapport à une thématique. En fait, les laboratoires qui veulent bien participer ont leur propre stand, mais on propose un petit sens de visite avec des petits défis à réaliser pour découvrir en fait à travers différentes disciplines une thématique particulière. Donc l'année dernière en 2020, donc on était parti pour refaire ce petit parcours et donc évidemment on a dû se poser la question de savoir si on continue à participer ou pas. Donc, on a eu beaucoup d'échanges avec Béatrice notamment, puisqu'on est sur Tours. Et très vite, on a décidé de maintenir en fait notre participation et de réfléchir en fait à comment conserver cette idée de parcours, c'est-à-dire faire découvrir différentes disciplines à travers une thématique, mais du coup sous une autre forme. Donc, très vite, j'ai sollicité Jean-Philippe, parce qu'on a la chance à la MSH d'avoir ses compétences en audiovisuel. Et on a réfléchi en fait à un format vidéo. Donc, l'idée, ça a été de proposer des capsules vidéo et on a lancé un appel auprès de nos chercheurs et nos doctorants pour savoir qui voudrait bien participer à cette aventure.
Donc l'objectif, en fait, c'était de proposer tout au long de la semaine, dans le cadre du village des sciences numériques, un défi par rapport au thème, donc les relations entre l'homme et la nature. Et chaque jour, proposer une vidéo différente avec une question à laquelle le public pourrait répondre pour découvrir la thématique. Et ensuite, il y avait un jeu concours, hein, donc avec des lots à gagner pour les participants. Donc ça, c'est l'objectif final. Donc on a réussi à maintenir cet objectif en réalisant ces vidéos. Mais c'est vrai que le parcours a été, on ne savait pas trop en fait le temps qu'on allait y passer, ni comment ça allait se passer. Donc très vite avec Jean-Philippe, on a pris contact du coup avec les doctorants et les chercheurs qui souhaitaient participer. Et on a monté un petit peu une sorte de petite procédure de travail en fait au fur et à mesure. Je laisserai la parole après à Jean-Philippe pour expliquer aussi cette façon de travailler en fait qu'on a eue qui est complètement différente. D'habitude, les chercheurs et les doctorants en fait viennent à notre rencontre parce qu'ils ont besoin de nos compétences pour qu'on les accompagne. Là, c'est vrai qu'on a très vite été intégrés tous les deux dans le projet, dans l'écriture, parce qu'il a fallu du coup écrire un scénario, réfléchir à la mise en valeur de la thématique. Et on s'est rendu compte que il fallait trouver une méthodologie de travail. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a réussi à monter un petit peu en compétence par rapport à cette méthodologie. Et puis, avant de laisser la parole à Jean-Philippe par rapport à cette méthodologie de travail, peut-être, je voulais juste ajouter que nous, on s'est très vite rendu compte en fait que ça allait nous prendre un petit peu plus de temps qu'en temps normal, hein, que juste de coordonner un parcours. Et on a décidé en fait de proposer vraiment aux chercheurs et aux doctorants de réaliser un produit qui ne serait pas diffusé uniquement dans le cadre de la fête de la science, mais vraiment d'avoir des vidéos qui tiennent la route par rapport à leur sujet de recherche et d'une vidéo qui pourrait valoriser au sein de leur laboratoire, mais aussi dans le cadre, par exemple, c'est vrai qu'on a beaucoup pensé aux doctorants dans le cadre de leur thèse, vraiment un vrai produit de valorisation et de vulgarisation. Après, je sais pas, je te laisse la parole, Jean-Philippe, pour le travail qu'on a fait en commun, peut-être. Donc effectivement, c'était ce que vient de dire Adeline, c'était super important parce que pour nous, il n'était pas question de faire un one-shot qui serait utilisé que pour la fête de la science. Donc nous, on avait ce recul et cette possibilité de ne pas être sur du direct, ce qui était un petit peu différent par rapport à ce que Béatrice a présenté. Et donc du coup, effectivement, on s'est rendu compte que nous, on proposait des capsules relativement courtes, mais que obtenir une bonne vidéo en 5 minutes, c'est beaucoup de travail derrière, de la part de tout le monde, en fait. En gros, il y avait Adeline, moi, sur la partie MSH, et puis les chercheurs, les doctorants. Certains étaient un peu encadrés aussi dans leur laboratoire. Et du coup, le défi principal, ça a été des allers-retours au niveau de l'écriture. Nous, ici, à la MSH, moi, mon service, logiquement, les chercheurs viennent me voir parce que voilà, ils ont l'intention de faire une captation d'un colloque ou la réalisation d'un film documentaire. Et en règle générale, moi, j'interviens moyennement sur l'écriture. Je les laisse quand même dérouler le fil conducteur que eux veulent apporter. Là, on a été un peu plus dirigiste sur l'écriture, dans la mesure où une des contraintes, c'était aussi de pouvoir avoir l'attention des enfants. Donc, on partait, nous, sur des enfants d'une dizaine d'années. Donc, avec un discours qu'on ne voulait pas enfantin, parce qu'on partait aussi du principe que les parents qui allaient suivre ces films avec les enfants devaient pouvoir être intéressés. Et du coup, une des grandes difficultés, ça a été de trouver un juste niveau dans le dialogue, dans le discours. Donc, on a souvent ramené vers le chercheur qui avait des difficultés à utiliser certains mots de ces domaines. Et on leur disait, mais non, mais de toute façon, voilà, s'il y a des mots spécifiques à votre science, à vos domaines, on va les conserver, on ne pourra pas les remplacer. Et donc voilà, tout ce travail d'aller-retour
a été très très intéressant. On y a beaucoup travaillé, nous, avec Adeline, parce qu'après, moi, j'ai récupéré mes repères de tournage, montage, animation, etc. C'était pas ça le plus délicat, c'était vraiment d'avoir un discours assez à la fois précis, et puis aussi l'exercice de présenter alors on a, enfin, une recherche, une discipline dans un format relativement court. Les chercheurs sont assez bavards, et le format 5 minutes, des fois, ça peut leur sembler, ça peut leur sembler compliqué. Alors, les doctorants, qui sont encore plus jeunes et plus malléables, s'ils sont plus vite adaptés, on va dire. Leur écriture, les premiers scénarios, les premiers échanges, ils avaient vraiment cette notion d'un format relativement court. Les chercheurs qui, eux, ont un peu plus de bouteilles, ça a été plus compliqué. Donc, l'idée, ça a été aussi moi, de les laisser, je voulais pas les brider. Après, il a fallu qu'on fasse quand même un tri sérieux dans tout ce qui avait été dit pour vraiment les garder l'essence de leur discours. Et puis, on faisait quand même encore des allers-retours. Moi, je faisais des montages, je leur soumettais. Ils disaient, ouais, mais là, tu as enlevé cette partie où je dis ça, ça me paraît très important, etc. Et voilà. Et au bout du compte, bon, tout le monde est à peu près satisfait. Et y compris avec ce que disait Adeline, cette envie, de toute façon, de laisser des vidéos un peu dans le temps. Ça nous paraissait aussi important, quoi. Merci beaucoup. Vous avez effectivement, on a parlé un peu de logistique, on a parlé un peu de préparation, on a parlé de contenu, du rapport avec les chercheurs, parce que ce soit pour l'université de Tours ou effectivement avec les maisons des sciences humaines, c'était eux les passeurs, en fait, entre guillemets, du savoir. Nous, on va rester encore un petit peu sur cette notion d'interaction, mais je crois que tu veux peut-être intervenir sur le WooClap et peut-être donner les résultats WooClap dès maintenant pour pouvoir rebondir. On peut. Donc, la question, c'était, avez-vous transformé justement donc, un événement en présentiel en événement en ligne? Et en fait, c'est très serré, mais le non l'emporte. On a 55% de réponses négatives à cette question. Effectivement, ce n'est pas un exercice facile de transformer un événement en présentiel en événement en ligne, un peu comme aujourd'hui aussi. Il y a beaucoup de techniques à gérer. C'est vraiment une organisation qui est très différente. D'ailleurs, je te laisse prendre la suite. Oui, parce qu'effectivement, parmi les questions qu'on se pose, on va peut-être poser directement peut-être la deuxième question au club, parce que ça permet de lancer. Alors, on en est ça sera la troisième question. Donc, justement, qui est vraiment en lien, puisque cette transformation donc, d'un événement en ligne, d'un événement en présentiel en événement en ligne, est-ce qu'elle a été une contrainte ou une opportunité de tester de nouveaux outils? Moi, je rajouterais juste pour ceux qui nous écoutent, ils ont la possibilité de le faire via le chat, nous dire si, pour ceux qui ont répondu non, tout simplement, pour quelles raisons. Si juste en quelques mots, raison contrainte matérielle, parce que l'événement ne s'y prête pas. Béatrice a levé la main pour intervenir. Donc, Béatrice, oui. Oui, pour compléter, en fait, alors Jean-Philippe et Adeline ont fait un boulot énorme et je sais qu'ils ont passé beaucoup plus de temps qu'ils avaient imaginé au départ. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans ce qui a été produit, c'est que vous avez fait des choses que vous auriez jamais fait en présentiel. C'est-à-dire que du coup, on est sur quelque chose de différent, mais vous avez quand même mis en avant des disciplines en psychologie ou autres qui n'auraient pas été abordées de la même façon. Je ne sais pas si Adeline et Jean-Philippe, vous pouvez tous les deux dire un petit mot, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été abordées, il y a des notions qui ont été proposées qui n'auraient pas été proposées dans une animation en présentiel. Je crois qu'en fait, on ne peut pas comparer au final les deux types d'animation. Oui, effectivement, parce qu'en fait, le point commun, c'est qu'on a souhaité, pour le public, en fait, ça reste un parcours. C'est-à-dire, voilà, on les invite à découvrir une thématique à travers différentes disciplines. Voilà, le défi, c'était plus des petites questions cette année. Mais voilà, pour le public, au final, on garde le parcours. Nous, sur le produit, c'est complètement différent. C'est sûr que ça n'a rien à voir que si on avait accompagné les chercheurs, du coup, sur leur stand. Et l'expérience est totalement différente. Si on prend l'exemple du laboratoire de psychologie qui a travaillé sur l'autisme, c'est sûr qu'il a fallu qu'on rende une vidéo compréhensible et qui passe en fait
des notions à travers la sensibilité que ressentent les personnes autistes et les sensations qu'ils peuvent ressentir, avec juste des voix off et des images. Donc là, il y a eu tout un travail, notamment avec Jean-Philippe, de comment passer ça par l'image. Et c'est sûr que c'est totalement un travail différent que ce qu'on fait d'habitude. Et je pense que nous, on a pris plaisir aussi à réfléchir à des formes nouvelles aussi pour mettre en valeur les travaux des chercheurs. Mais je pense qu'eux aussi, en fait, ça les a... Alors, des fois, on les a un petit peu poussés aussi parce qu'ils ne voulaient pas ni se faire filmer, ni même faire des voix off. Enfin, il a fallu qu'on pousse aussi un petit peu parfois, un petit peu pour qu'ils puissent participer. Mais du coup, je pense que tout le monde a apprécié aussi de travailler sur des formats différents. Et il faut vraiment le voir aussi comme une opportunité justement d'avoir fait ce travail-là qu'on refera pas tous les ans, ça c'est sûr, parce que c'est vrai que comme disait Béatrice, le temps passé, c'est assez impressionnant quoi. Pour un résultat de quelques minutes, il y a quand même beaucoup de travail, surtout que le calendrier était très serré, il faut l'avouer, parce qu'en fait, tout ça s'est mis en marche en mai, alors que d'habitude, voilà, en février-mars, on enclenche le travail de coordination pour le mois d'octobre. Donc, tout a été fait dans un temps très court. Mais c'est vrai que c'est vraiment une opportunité de faire quelque chose de différent. Et même nous, à la MSH, du coup, on se pose la question de se dire, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait proposer, alors ponctuellement, bien sûr, hein, pas dans ce cadre-là, mais notamment pour les doctorants, je pense que ça peut être intéressant aussi, un petit peu comme ma thèse en 180 secondes, quoi, l'exercice un petit peu similaire. Et puis nous, ça nous sort aussi, enfin il faut l'avouer, hein, ça nous a sorti aussi un petit peu de nos missions quotidiennes, donc c'est aussi agréable. Et puis c'était une relation un petit peu différente avec les chercheurs, tout simplement. Oui, juste le travail de Jean-Philippe qui est audiovisualiste, il a aussi ce regard, cette compétence pour filmer. Je veux dire, c'est pas, on s'improvise pas non plus vidéaste comme ça. Voilà. Quand on parle de montée en compétence, c'est vrai que la formation ou l'accompagnement avec des vidéastes me semble importante. Voilà. Oui, mais les idées venaient quand même beaucoup des chercheurs. Hein. Nous, l'idée, c'était, voilà, on les avait bridés sur un temps et sur une façon de s'exprimer. C'était un peu ça notre cahier des charges. Ensuite, ils avaient un peu carte blanche sur comment ils voulaient être filmés ou pas être filmés. Effectivement, celui qu'on a réalisé sur l'autisme et la sensation vécue par les autistes était super intéressante parce que l'idée vient vraiment au départ de l'équipe de recherche en disant moi j'aimerais avoir une espèce d'impression on est un peu étouffé ou alors non au contraire tout est super agressif et voilà donc on essayait quand même nous de répondre à une envie quoi. Donc après j'ai fait quelques propositions en connaissant les possibilités techniques qui s'offraient à moi, mais non, ce qui était vraiment vraiment intéressant c'est l'échange qui a eu lieu tout du long de la construction de ces films jusqu'à la fin où en fait presque sur un produit fini il y avait quand même mais là j'ai pas l'impression qu'on comprend où il manque un détail, il manque une charnière, il manque quelque chose. À propos d'un détail, est-ce que vous parlez du générique? Parce que le générique commence par un petit son très, très particulier, une sorte de bourdonnement. Pourquoi vous avez choisi ça comme entrée de ce petit bruit dérangeant pour un générique c'est surprenant? Vu qu'on était sur la nature, j'avais pensé à une espèce de petit bourdonnement d'abeilles. Et voilà, c'était juste cette espèce de petit rapport entre le monde animal et puis ce côté un peu minéral de la goutte d'eau qui finit par faire disparaître le logo. C'était voilà. J'avais apprécié ce côté effectivement fourmillement, petite ruche qui se ressent pour produire quelque chose. C'était assez bien réussi en tout cas de mon point de vue. Hein, mais oui. Me permet peut-être de faire la transition justement avec Rémi Nadal. En fait, il nous a semblé important au moment de table ronde d'avoir justement différents points de vue. On a vu le point de vue de l'université, le point de vue de la MSH qui ont quand même des moyens et un accès
on va dire, faciliter, je ne sais pas comment dire autrement, aux chercheurs pour travailler avec eux directement. Mais la question, effectivement, de passer en mode numérique certains événements, c'est posé aussi pour des structures autres, comme le pôle des étoiles, pour un événement qui, normalement, ne peut se faire qu'à l'extérieur. Donc, Rémi Nadal, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, oui, donc, rebonjour tout le monde. L'année dernière, donc, d'habitude, au village de Nancy, qui est à côté, il y a la Nuit des Étoiles. Donc, c'est un événement qui nous tient à cœur parce que, bon, en 2019, on a fait un beau chiffre, on a eu 3000 personnes sur le village. Donc, on voulait vraiment faire quelque chose pour cette Nuit des Étoiles-là, malgré la crise sanitaire. Du coup, on a décidé de faire une Nuit des Étoiles en postant des vidéos. Je crois qu'on en a posté 5 entre le 5 et le 10 août, et on a fait aussi des lives de conférences retransmises en ligne sur une plateforme de streaming qui s'appelle Twitch. Donc des petites vidéos, on a fait des ateliers, on a fait un peu de tout en fait, hein, c'était pédagogique. Et c'est sûr, alors c'était un peu nouveau pour tout le monde au pôle. Bon, moi, je fais quelques vidéos, donc je savais déjà un peu comment ça allait se passer. Après, on a eu un délai assez court, puisqu'on a imaginé la chose en juin, et il fallait sortir en août, en pensant qu'on était ouvert au public en juillet. Donc, ça veut dire qu'à 5, en tournant, il fallait qu'on arrive à sortir les vidéos pour début août. C'était un beau challenge. Et pour tout le monde, le travail en équipe, du coup, a fait qu'on arrive à s'en sortir, et c'était très, très sympa comme expérience. Alors, on m'avait aussi demandé de parler de comment dire, les modalités de tournage, on va dire, de l'avant mise en ligne d'une vidéo. C'est assez simple au final, même s'il faut déjà savoir le faire, c'est toute une chose. On commence par l'écriture du script, ce qui est déjà assez long. Il y a la correction, la relecture. Après, il y a l'installation du matériel pour le tournage, le montage, les dernières corrections. Et enfin, si on est content, on peut en faire sortir la vidéo. Donc, c'est du travail. Et ça, c'est pour des vidéos qui sont courtes, hein, à 5 minutes. Hein. Là, on n'a pas une équipe derrière complète, je veux dire, avec un monteur, un tourneur. Voilà, on était 5, on a fait ça des fois 2 ou 3 pour une seule vidéo. Et tout le monde peut, je l'ai vu ici en tout cas, faire quelque chose, mais un live aussi, c'est compliqué. Pour les lives, du coup, c'est encore différent. Et là, je vais parler de manière générale parce que j'ai une chaîne YouTube, je fais des vidéos, donc je sais faire aussi. Je fais aussi quelques lives, moins souvent. Mais du coup, j'ai pu amener ça aussi en plus. Les lives, ouais, je vais en parler de manière générale. Alors, on voit que de plus en plus, depuis quelques temps, avec le confinement notamment, il y a de plus en plus de personnes, que ce soit de youtubeurs ou pas, qui se tournent vers le système de live. Alors là, on peut se poser la question de pourquoi faire des lives. Là, déjà, avant de se lancer, je pense que c'est une des premières choses à laquelle il faut réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire sur Twitch ou sur une plateforme quelconque de streaming? Est-ce que j'y vais pour m'amuser? Est-ce que j'y vais pour partager un contenu spécifique? Ou est-ce que j'y vais juste pour discuter avec ma communauté, mon public, si j'en ai déjà un? Pour la plupart du temps, de toute façon, c'est les trois. Hein, c'est pour s'amuser, partager un contenu et discuter avec le public. On voit aussi maintenant de plus en plus d'enfants entre 10 et 15 ans. Alors, ce n'est pas forcément pour faire de la médiation, hein, de la pédagogie, c'est aussi pour du gaming, comme on dit. Alors, le problème des enfants, on va dire, de 10 à 15 ans, c'est qu'ils s'y mettent. Leur but, c'est d'être, on va dire, riche et célèbre, malheureusement. Et ils sont souvent déçus car ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière, que ce soit d'ailleurs sur YouTube ou une autre plateforme de streaming pour un live. Alors oui, pour un public connaisseur, on peut se dire que c'est facile, qu'il n'y a qu'à appuyer sur un bouton, voilà, et ça se lance tout seul. Comme je vous l'ai dit, donc c'est pas du tout ça, c'est ce qui nous amène finalement du coup à la préparation d'un live. Comment ça se prépare? Alors tout le monde ici autour de la table ronde sait à peu près comment ça se prépare puisque vous l'avez vécu ou vous le vivez actuellement. Selon ce qu'on veut faire, le contenu que l'on veut proposer, il y a toujours un temps de préparation qui est plus ou moins long. Moi, je vois, je suis tout seul, donc c'était des trucs assez courts, assez banals, c'est pas très compliqué. Dès qu'on a voulu mettre tout de suite en place au pôle, en tout cas les lives, avec, pour la conférence notamment, on a vu tout de suite que ça commençait à demander plus de matériel et une bonne connexion aussi. Donc en plus, on n'a pas la fibre, on a eu des problèmes de connexion. Bref, on s'est bien amusé. Déjà, pour commencer un live, rien que configurer, quand on est tout seul en tout cas ou pas, il faut commencer par configurer Streamlabs. C'est un logiciel qui permet de faire des lives du coup. Et il faut après faire l'habillage des lives, les scènes, etc. Enfin, il y a tout ce qui est graphique à faire derrière. Et il y a sûrement autre chose qui ne me vient pas en tête là comme ça. Bon, il y a toujours un mini-script, on va dire, à préparer pour se rattraper, pour avoir toujours un élément pour se rattraper au cas où on ne sait plus quoi dire. Voilà. Et pour le live, au final, une fois qu'il est lancé, selon ce qu'on a fait ou ce que l'on veut faire,
Mais il n'y a plus vraiment grand-chose à faire, on va dire. On appuie sur un bouton et puis c'est parti. À part, bien sûr, s'il y a des conférences, voilà, comme aujourd'hui une table ronde, c'est différent. L'objectif, on va dire, principal et les gros avantages du live, en plus donc diffuser un contenu pédagogique, c'est l'interaction qu'on peut avoir avec le public. Et c'est ça qui est le plus, pour moi, je trouve le plus intéressant. Lui proposer du contenu, c'est très bien, mais interagir avec, c'est encore mieux. De notre côté, en tant que streamer, hein, il faut aussi bien sûr passer un bon moment, le public le ressentira et du coup lui aussi passera un bon moment, répondre aux questions avec le chat, donc répondre aux questions du public qui communique via le chat, leur poser des sondages, il y a plein de façons de participer, là on le fait encore une fois sur la table ronde, c'est très intéressant. Et après, bien évidemment, quand on a une communauté assez grande, il va falloir là mettre un système de modération, notamment pour le chat. Et là, du coup, on en vient à la question qu'on m'avait posée Antoine. Un live peut-il être un travail d'équipe? Tout le monde a répondu quasiment, bah oui, complètement. C'est un peu comme au cinéma finalement ou à la télé, il y a beau avoir l'acteur à l'écran, s'il n'y a personne en coulisses, c'est moins facile tout de suite. Mais oui, je pense que toute l'équipe du coup qui a préparé ce live ou les autres d'ailleurs peuvent le confirmer, c'est toujours mieux à plusieurs et encore plus, oui, là c'est là peut-être le cas si on débute. Chaque membre amène, on va dire, ses compétences, ses connaissances, et il y a une meilleure répartition des tâches, que ce soit d'ailleurs pour les lives ou pour un montage de vidéo, hein, il y a une meilleure répartition des tâches, et du coup, ça donne forcément un contenu plus intéressant, une meilleure qualité. Voilà, c'est pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à... Tout ce qui m'a expliqué comme ça. Pour rappeler par rapport à votre intervention, ça faisait pas longtemps que vous étiez arrivé effectivement pour les étoiles, vous avez parlé de... Justement, décrire effectivement la structure du pôle des étoiles. Alors, pas de souci. On est comme un musée finalement, donc il propose, on va dire, un contenu qui parle très, c'est très astro, du coup pôle des étoiles. Voilà, on a un planétarium aussi et on fait donc des visites de la station de radioastronomie qui est à côté. Donc on a quand même les chercheurs à côté, on n'est pas souvent en contact avec, mais bon, on arrive quand même à avoir des infos de temps en temps. Vous êtes basé à Nancy, hein, juste à côté de Nancy, oui, à côté de radioastronomie. De Nancy. Oui. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et question, vous maintenez ou pas ces activités de live, de direct Alors, on aimerait. Alors, les lives, c'est plus compliqué par rapport à notre réseau. On vous dit, par exemple, bon, déjà, on avait fait on avait essayé de mettre en direct donc une observation de la station de radioastronomie d'un instrument. Comme par hasard, il y a eu de l'orage et c'est le seul truc qui peut perturber les instruments. Donc, pas de chance. Après, les lives, donc pour l'instant, vu le réseau, c'est compliqué. Après, les vidéos, on espère continuer à en faire. Pour l'instant, ce n'est pas prévu parce que ça demande du temps de préparation. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à écrire. Et on est que 5. C'est déjà pas mal. Mais avec tout ce qu'il y a à faire à côté, préparation des expos et compagnie, on va essayer de faire quelque chose, mais c'est plus compliqué. Je me permets de transmettre le témoignage effectivement de la Ligue de l'enseignement qui eux n'ont pas pu adapter la ligne de mission. Pas d'adaptation en ligne de Mission Énergie parce qu'effectivement, ils avaient trop d'obstacles sur le plateau, mécanique de jeu complexe. Ils ne sont pas trouvés effectivement la façon de transformer une activité présentielle en numérique. Mais sur ce que j'ai entendu, que ce soit de Béatrice, d'Adeline, ou de Rémi ou Jean-Philippe, il y a toujours cette question de réécrire. En fait, on ne peut pas appliquer mécaniquement ce qu'on faisait avant à quelque chose qui existe en ligne. Nous expérimentons nous-mêmes avec ce forum qui d'un moment dure une journée. Là, il est effectivement étalé sur 3 jours. Mais la question, effectivement, il y a vraiment une question d'adaptation. Avant de passer justement sur les chercheurs et donner la parole aux acteurs de cette médiation en ligne, on va peut-être revenir sur le résultat du WooClap, qui a été la question qui a été posée. Tout à fait. Mais alors encore juste avant, on a donc Nicolas Charles qui vient d'arriver. Oui. Bonjour. Bonjour Nicolas Charles du BRGM. Bonjour. Merci d'être là. Donc la question qu'on avait posée précédemment aux participants, c'était donc la transformation d'un événement en présentiel en événement en ligne a-t-elle été une contrainte ou une opportunité de tester de nouveaux outils? Une majorité de réponses pour les deux. C'est-à-dire que, vous l'avez dit tous, hein, c'est vrai qu'il y a des contraintes quand même qui se rajoutent et malgré tout, ça permet de découvrir des nouveaux outils qu'on peut ensuite réutiliser. Et oui, et contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'on est
potentiellement seul devant un écran. C'est pas un travail individuel. On l'a rappelé, on l'a bien entendu. Il y a toute une coulisse, un travail d'équipe qui est obligé de se fédérer derrière pour obtenir un résultat. Et c'est pas le travail du YouTuber seul devant son écran qui publie en ligne. Mais donc maintenant, Sylvie, on annonce peut-être la prochaine question avant d'introduire. Oui. Le prochain intervenant. La prochaine question, elle est un petit peu différente. Ça sera sous forme d'un nuage de mots. Donc, n'hésitez pas, à écrire le premier mot qui vous vient à l'esprit. Donc, la question est comment appréhendez-vous justement cette nouvelle relation avec le public, le fait d'être déconnecté, finalement, de ne pas le voir les yeux dans les yeux, mais derrière un écran. Et de ne pas le voir aussi quand on fait justement comme aujourd'hui, on discute et qu'on ne vous voit pas. Voilà. Et donc voilà cette question. Et ensuite, on va donc laisser la parole à Maxime Boucher, qui est donc doctorant à l'Institut Denis Poisson et qui va nous parler de son expérience de vidéo pour les Parlons de sciences qui ont eu lieu cet été. Oui, qui est effectivement produit et est doctorant en statistique, c'est bien ça? Exactement, doctorant en statistique en fin de thèse, ça s'approche. Alors d'abord, bonjour à tous. Alors, comme il a été précisé, donc j'ai participé au Parlons. Maxime, juste un problème technique. Est-ce que tu peux baisser ton micro un tout petit peu le niveau du micro? Est-ce que ça convient mieux? Un petit peu plus fort, non? C'est parfait. C'est bon comme ça? C'est super, merci beaucoup. Ok, pas de quoi. Alors, donc du coup, j'ai participé au Parlons de sciences qui a eu lieu. Du coup l'année dernière maintenant en 2020 avec Centre Sciences. D'ailleurs je remercie de m'avoir donné cette opportunité et ça venait aussi dans le cadre du Centre Gallois. C'est d'habitude une sorte de colonie de vacances de mathématiques où il y a pas mal d'enseignants-chercheurs du laboratoire où j'effectue ma thèse qui participent pour faire de la vulgarisation pour des élèves de seconde. Et déjà les années précédentes, j'avais été invité par un collègue, Philippe Griot, qui m'avait un peu jeté dans le bain de la vulgarisation et j'ai appris à nager. Enfin, je suis encore en train d'apprendre à nager dans ce monde. Et du coup, cette année, ça a été une nouvelle expérience, du coup, l'adaptation en ligne. Alors, j'aimerais juste rebondir un petit peu sur la question d'avant. Est-ce que c'était une contrainte ou une opportunité? Moi, personnellement, je l'ai vu comme une opportunité et s'il y avait des contraintes, c'était positif. Puisque finalement, moi, j'adore partager ce que j'aime, donc c'est pour ça, là, pour le Centre Gallois et donc pour Parlons Sciences, j'avais fait le choix des statistiques dans la préparation, parce que quitte à parler de quelque chose, j'aimerais faire transmettre cette passion-là. Après, effectivement, il y a les contraintes techniques, et là, encore une fois, je remercie Centre Sciences de s'être occupé des contraintes techniques pour moi, et j'ai pu avoir des échanges aussi pour un petit peu adapter mon contenu, des choses qui ont été rappelées par tous les intervenants précédemment. Pardon, je ne sais pas s'il y a une question. Non. Non, tu Pardon. Juste pour t'aider un petit peu, est-ce que toi aussi pour faire ton intervention filmée, pour le coup, tu as improvisé ou tu as aussi écrit un script pour pouvoir préparer ton intervention? Et est-ce que justement le fait d'être interviewé, parce que tout le monde prépare une animation, que ce soit un cours ou autre, il y a toujours quelque chose qui est préparé en amont, est-ce que ça a modifié ta façon d'aborder ta médiation? Oui, ça a beaucoup impacté. On va dire que je suis un petit peu un partant j'aime bien l'improvisation, on va dire. Mais là, le fait d'être en vidéo, qu'on soit en live, qu'il y avait des discussions aussi, puisqu'il y a eu un échange avec un très bon intervenant au cours de ma vidéo, qui m'a prêté généreusement une canne à pêche. Du coup, il y avait quand même un niveau de préparation, ne serait-ce que pour câbler ça, et peut-être aussi le stress de la première fois. Le fait que j'étais un petit peu dans l'inconnu, d'avoir écrit quelque chose avant m'a aidé à être plus à l'aise. Après, effectivement, on ne peut pas dire on y va comme ça et on laisse, surtout
pour parler de statistiques, il faut quand même déblayer le sujet que l'on veut aborder. Tout à l'heure, il y avait une très bonne remarque en disant s'il y avait des mots importants dans un domaine, ne pas les éviter. Bon, par exemple, ça, c'est les choses qu'en amont, je me dis, bon, il faut que je parle de ça. Maintenant, comment je vais en parler? C'était vraiment ça. Alors, la différence entre le live et puis le physique, le présentiel, c'est peut-être le retour direct. C'est vrai que les autres années au Centre Gallois, j'étais habitué à voir des élèves qui sont vraiment qui réagissent en temps réel, qui nous interrompent. Peut-être qu'en ligne, les gens ont peut-être un peu plus peur finalement d'interagir. En tout cas, il y a un petit peu moins de ça. Donc, c'est une adaptation, c'est une habitude à prendre. Mais voilà, au moins, ça permet de changer un petit peu. Et moi, personnellement, ça m'a donné l'envie de recommencer. Maintenant, j'ai qu'une seule envie, c'est d'attendre le prochain Parlons Science, en fait, pour refaire d'autres vidéos sur d'autres sujets et peut-être d'apprendre de mes erreurs aussi. C'est surtout ça, je pense, qui va être le plus important. Et je me permets juste est-ce qu'on donne encore un peu de temps pour donner la réponse de VooClap ou je pose une question? On peut poser des questions parce qu'on a quelques questions qui sont arrivées. Donc, on peut en prendre une. Alors. Moi, j'aimerais bien poser la question, effectivement. Tu as cité, en fait, on a plusieurs exemples qui sont présentés ici, dont le tien. Et une question a été posée sur. Moi, je la lis. Les chercheurs ont-ils des moyens internes suffisants, appui techniques et méthodes, pour utiliser ces nouvelles modalités, mais utiliser des moyens pour produire plus de supports et de rencontres? On a typiquement l'exemple de cas différents. Il y a ce qui s'est passé à l'université de Tours, où c'est un projet qui est quand même porté par l'université. On a effectivement Maxime qui s'est porté volontaire sur un projet sur un projet qui était extérieur, mais de façon générale, sur l'année, cette question-là se pose effectivement sur les moyens, sur l'accompagnement, en sachant qu'on déflore un petit peu peut-être l'intervention de Charles qui va nous expliquer son projet. Mais peut-être vous, d'abord vous, comment vous avez perçu un petit peu cette expérience-là, avant de donner la parole à Charles. Cher Nicolas. Nicolas Charles, pardon. Qui se lance pour prendre la parole? Béatrice? Oui, alors, par expérience avec ce qui a été fait, je pense que les chercheurs peuvent s'adapter, je dirais, à différentes formes, mais il faut toujours une forme d'accompagnement. Je pense qu'Adeline pourrait aussi me le dire, et Jean-Philippe. Je pense que c'est assez nouveau pour eux. Enfin, certains ont l'habitude de réaliser déjà des vidéos, mais après, sur l'accompagnement de script, je pense qu'il faut quand même un petit peu de formation et de rigueur sur ceux qui en ont déjà fait pour accompagner les chercheurs. Voilà. Il n'y a pas de formation spécifique, en tout cas dans les universités. C'est plus de l'apprentissage, je dirais, dans l'année par rapport à un projet qui peut être proposé. Ouais. Moi, dans ce cas-là, on va peut-être tu veux dire quelque chose, Maxime? Oui, juste par rapport à l'accompagnement, enfin, je vais prendre mon cas personnel. C'est vrai que par rapport à l'université, niveau formation, tout ça, il n'y a peut-être pas forcément ce qu'il aurait fallu, mais on avait la chance d'avoir une équipe de communication un petit peu sur les maths, sur la dispersion, je ne trouve pas le mot, mais sur la dispersion de la culture mathématique aux alentours, notamment avec Centre Sciences. Et du coup, en tant que doctorant, donc en tant que petit jeune qui débarque et qui ne connaît pas trop ce milieu, j'ai au moins personnellement pu m'appuyer sur une équipe qui était assez... voilà, qui avait l'habitude en fait, qui savait ce qu'ils faisaient et qui m'ont formé un petit peu sur le tas au fur et à mesure. Donc voilà, c'est juste pour... Quelqu'un d'autre veut intervenir? On peut peut-être passer sur le résultat du VooClap avec le nuage de mots. Je pense que c'est déjà bien... Oui, on peut. C'est vrai que c'est assez étoffé. Alors, d'un côté, on a donc des mots qui reviennent comme justement opportunité, puisque c'est vraiment un changement de pratique, une aventure, voilà, des découvertes. Ça demande aussi du renouvellement. Voilà. Mais à l'inverse, on a effectivement le fait que une opération en ligne, c'est moins chaleureux puisque on ne voit pas le public avec qui on interagit.
effectivement, ça nécessite de se former, puisque ce n'est pas des pratiques qu'on a l'habitude de faire. Par contre, ça peut donner l'opportunité d'avoir un nouveau public. Voilà, quelques mots qui sont apparus pour le sondage WooClap. Et justement, en lien avec ces réponses, une question qui est posée, c'est justement comment recueillir la réception des différents publics à ces rendez-vous en ligne, mais aussi au contenu justement qui sont mis en ligne, ça sera le sujet de la table ronde de demain. Donc voilà, comment on peut, quels moyens, quels outils on peut mettre en place pour recueillir le retour du public, autre que juste des vues. C'est intéressant, mais c'est un peu... Est-ce que peut-être plus ceux qui ont déjà produit des événements, avant de donner la parole à Nicolas Charles, Rémi, Adeline, je ne sais pas si vous êtes posé cette question, comment vous assurer du retour du public, comment recueillir effectivement ce... Oui, Adeline? Oui, alors nous, du coup, comme c'était dans le cadre du village des sciences numériques de l'Université de Tours, c'est vrai que tout était sur le site en premier lieu lors de la diffusion. Les vidéos étaient hébergées sur le YouTube de l'université. Donc, on peut avoir les chiffres de vues, voilà, par rapport à la fréquentation. On a essayé de communiquer un maximum aussi sur les réseaux sociaux, puisque comme il y avait une vidéo qui était diffusée chaque jour avant le village, du coup, on a essayé de faire jouer les réseaux sociaux, mais on s'est très vite rendu compte que c'était compliqué, parce que nous, on a la MSH, au niveau des réseaux sociaux, c'est vraiment très académique, ou vraiment dans les réseaux qui sont liés en fait à la recherche, et là on touchait vraiment du grand public, et c'est vrai que c'est compliqué quand on est sur différents types de communication, des canaux de communication, on ne vise pas les mêmes publics, et là on a vu les limites aussi par rapport à ça, alors qu'on voulait vraiment toucher un public familial comme on le fait en présentiel. Et c'est vrai que c'est peut-être le point négatif, c'est qu'à part les nombres de vues qu'on a sur les vidéos, c'est vrai qu'on a eu très peu de retours par rapport à ça. Chez nous, les vidéos, en plus du YouTube, elles sont hébergées sur notre chaîne Canalu, la chaîne Canalu de la MSH. Mais c'est pareil, on est sur de l'institutionnel, un petit peu plus sur de l'académique. Donc, Ok. On va peut-être poser la dernière question au WooClap. Oui, donc la dernière question sera aussi une question sous forme de nuage de mots. Donc justement, la médiation en ligne, quel outil en garderez-vous pour la suite? Donc maintenant, je vous propose justement de passer la parole à Nicolas Charles, qui est géologue au BRGM. Il a participé justement dans cette aventure numérique de la fête de la science, un dispositif et une émission qui s'appelle Science en direct. Bon, nous l'avons déjà entendu témoigner effectivement dans les petits films qui ont été présentés hier matin, mais avoir cet échange nous a semblé important, parce que justement, pour pouvoir interagir avec le public, avec d'autres personnes qui ont interagi, mais voilà, déjà peut-être présenter le BRGM, parce qu'on a parlé de l'université de Tours, d'Orléans. C'est un centre de recherche, mais ce n'est pas une université. C'est bien ça? Quels sont vos buts et vos centres de recherche? Oui, bonjour. Vous m'entendez bien déjà? Oui, tout à fait. Très bien. Bon. Oui, donc le BRGM, c'est le service géologique national. Il est basé à Orléans-la-Source, donc dans le Loiret. Et on a différentes antennes au niveau des régions. Et donc, c'est ce qu'on appelle un EPIC, c'est un établissement public à caractère industriel, donc comme l'IGN ou l'INRA ou encore l'IFREMER, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et donc, du coup, on a des services, bien sûr, de services publics, des activités de services publics à faire. On fait aussi pas mal de coopération à l'international. Et il y a aussi un gros volet recherche scientifique dans le domaine des sciences de la Terre. Donc, ça peut aller de la géologie pure et dure, ça peut être de l'hydrogéologie, donc en lien avec les ressources en eau souterraine. C'est la gestion des risques naturels également. Et puis aussi tout ce qui touche à ce qu'on appelle l'économie circulaire, donc notamment le recyclage, trouver d'autres méthodes pour utiliser au mieux les ressources déjà consommées ou transformées dans nos sociétés. Alors, expliquez-moi juste, on a voulu effectivement, on se pose la question de la formation. Maxime nous l'a un petit peu fait entendre. Effectivement, ce côté, je me jette à l'eau et je découvre
une nouvelle activité. On peut être accompagné ou se lancer en solo. Vous, dans votre cas, pour participer justement à ce dispositif qui a été mis en place pour la fête de la science, vous avez été formé, c'est bien ça? Il y a un encadrement pour vous former? Alors, non, pas vraiment. Je rejoins un peu ce que disait Maxime, c'est-à-dire que pour les scientifiques, leur formation, en général, on n'a pas forcément d'armes pour se dire comment communiquer à un public plus large, puisque la formation de scientifique, c'est avant tout la rigueur et le raisonnement, donc c'est tout démontrer, c'est parler de tout, avec un jargon qui est propre à chaque science, évidemment, mais ça, on est obligé d'en passer par là. Et la difficulté aussi, c'est d'avoir l'envie, l'appétence, parce que j'ai certains collègues, ça ne les intéresse pas de communiquer auprès d'un grand public. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir des prédispositions et l'envie de le faire. Et ensuite, il est vrai qu'on apprend sur le tas la plupart du temps pour communiquer, faire de la médiation. Dans mon cas, je sais que j'ai eu la chance, par contre, à l'université, au cours de mon doctorat, d'être moniteur d'enseignement. Donc, on a eu des heures de formation sur comment s'exprimer dans les différents médias, écrit, radio ou télévisé, et puis aussi adapter son discours au public, aux différents publics qu'on peut avoir. Voilà. Mais ce n'est pas inné pour un scientifique de devoir, on va dire, rapidement omettre certaines informations ou admettre le fait qu'on ne puisse pas tout aborder avec un public lorsqu'il est large. Voilà. Ça, je pense que c'est plus un aspect frustration qui peut démotiver certains collègues parce que souvent les scientifiques sont passionnés par leur discipline et par ce qu'ils font, donc ils ont envie de tout aborder. Mais dans le même temps, ils ont aussi envie de parler que de ce qu'ils connaissent. Et ils n'essaient pas forcément de se mettre à la place d'un public qui connaît strictement rien à une science en particulier. Moi, je parle là pour mon cas, pour la géologie. C'est vrai qu'à part les volcans et les dinosaures, on ne parle pas souvent d'autre chose en géologie. Or, la géologie a une application directe dans de nombreuses choses de la vie quotidienne. Je veux dire, ne serait-ce que l'eau qui sort du robinet, il ne faut pas oublier que plus des 2/3 de l'eau du robinet, au départ, elle est puisée dans le sous-sol. Donc, à la base, il faut quand même des connaissances géologiques et donc, du coup, un savoir scientifique là-dessus, quoi. Donc, plutôt de parler du robinet d'eau, c'est mieux de commencer par ça plutôt que de parler de la nappe phréatique avec tel taux de porosité aux lois de Darcy. Voilà, comme ça, on ne perd pas les gens entre-temps. Et justement, par rapport à comment aider à travailler cette mise en ligne, parce qu'on l'a tous dit, il y a ce côté direct, il y a ce côté, ça reste, c'est enregistré. Comment faire pour ceux qui ont l'appétence, les encourager? Est-ce qu'ils ont besoin d'être justement plus accompagnés? Est-ce qu'il y a besoin de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu une expérience similaire pour que ça échange? Vous-même, j'ai vu, on l'a vu, la petite vidéo effectivement pour le direct, vous avez choisi un morceau de pierre qui venait d'un endroit particulier. Donc voilà, comment vous êtes venu cette idée? Je ne vais pas vous demander exactement d'où vient cette lumineuse idée, mais pourquoi ce besoin de montrer quelque chose? Pourquoi vous avez ressenti ce besoin de montrer quelque chose, de vous rattacher à quelque chose de concret peut-être? Alors ça, je dirais que c'est propre à pas mal de sciences, c'est que souvent pour les gens, ils disent « Oh là, c'est compliqué, c'est trop abstrait ». Donc qui dit trop abstrait, ça veut dire qu'on n'arrive pas à toucher du doigt certaines choses. Donc par exemple, les mathématiques, c'est vrai que expliquer un théorème avec quelque chose de physique, c'est un peu plus dur. La chimie ou la physique, c'est vrai que c'est plus simple. On peut montrer un composant électronique, on peut montrer un composant chimique, etc. Bon, la géologie, il a d'autres difficultés qui est difficile à appréhender, qui est abstraite, c'est le temps et l'espace, puisque le géologue, il pense en millions d'années, voire milliards d'années, et en termes d'espace, il va de l'échelle de l'atome jusqu'à l'échelle des galaxies. Donc c'est vrai que les gens, ces sauts d'échelle, que ce soit temporel ou spatial, c'est très difficile à appréhender pour eux. Donc c'est pour ça que je reviens sur le fait d'apprendre sur le tas. Le coup de montrer un échantillon de roche qui vient d'un élément que les gens connaissent tous, là en l'occurrence c'était Notre-Dame de Paris, je pense que tout le monde à peu près connaît Notre-Dame de Paris, et personne ne se pose forcément la question de savoir, ok, Notre-Dame de Paris c'est le Moyen-Âge, c'est beau, c'est Paris, tout ça, mais concrètement il n'y aurait pas de matériaux qui constituent la cathédrale, il n'y aurait pas de Notre-Dame de Paris. Donc le fait de montrer ne serait-ce que la roche qui vient de ce monument-là, d'amener au questionnement, se dire, ah mais oui, mais c'est vrai, tiens, c'est de la pierre, effectivement, mais on n'en parle jamais. Et pourtant, c'est des ressources minérales, donc c'est un pan entier des connaissances en géologie que sont les ressources minérales. Et ça permet justement, à partir de ce petit bout de caillou, c'est là où sont les limites de la visio et du numérique. C'est-à-dire que là, on sera en physique avec les gens. Première chose qu'ils font, les gens, ils ont envie de prendre le caillou, de le toucher, de le regarder. Voilà. Et donc déjà ça, surtout avec les enfants,
Ils ont besoin de manipuler, de regarder. Et ça, déjà, ça leur fait pas peur en fait, de venir voir le caillou, de le regarder. À ce moment-là, le dialogue s'engage. Plutôt que si j'avais commencé à dire « Ah bah oui, connaissez-vous le lutétien, la roche calcaire déposée dans une lagune il y a environ 40 millions d'années ?» Là, on a déjà perdu tout le monde. C'est pas intéressant au départ. Or, si on parle du monument Notre-Dame de Paris, mais finalement, il a quel âge ce monument? Ah mais non, il n'est pas médiéval forcément, ça dépend du point de vue sur lequel on le regarde, quoi. Voilà. D'accord. Donc effectivement, essayer de se rapprocher de choses concrètes, mais aussi peut-être de parler de robinet et d'eau, du quotidien peut-être des gens, de voir ce qu'il y a derrière la science. Je vais rebondir juste, on va commencer à faire effectivement, on va rentrer de plus en plus en mode table ronde avant de voir la réponse sous vos claps. Maxime, tu avais choisi, je connais déjà la réponse parce que effectivement nous avons travaillé là-dessus ensemble, mais pour parler de statistiques, qui est quand même, pour revenir justement sur le cas des mathématiques qui était plus abstrait, comment tu as mis en scène justement, scénariser quelque chose d'aussi abstrait que les stats? Oui, justement, en fait, j'avais choisi d'utiliser des boîtes de lait et des cure-dents. Parce que, en fait, à un moment, j'étais un petit peu tenté de mettre des formules et je me suis rapidement dit que mettre des formules, c'était perdre les gens. Excuse-moi de t'interrompre. On demande de transmettre que le son est très fort, qu'il faut que tu baisses un niveau ton micro. Là, comme ça va être bon, peut-être. Ouais, c'est pas mal. Et on rembobine, donc je te repose la question. Maxime, comment as-tu pu rendre concret quelque chose d'aussi abstrait que les mathématiques? Alors, du coup, pour enlever l'abstraction, j'avais choisi du coup des boîtes de lait et des cure-dents pour deux raisons. La première, c'était j'étais tenté de mettre des formules parce que, voilà, on pense mathématiques, on pense formules, forcément. À partir du moment où on met une formule, je pense qu'on perd 75% des gens, par principe, même si ces formules sont très classiques. Et donc, du coup, le choix de mon sujet se prêtait bien aux expériences. En plus, statistiques, les gens sont quand même plus ouverts à ça. Donc, j'avais fait, dans la vidéo, on avait fait des boîtes de lait pour illustrer un étang et on avait mis des cure-dents dedans et les cure-dents, ça représentait des poissons. Et l'avantage, c'était du coup une expérience reproductible à la maison. Et on l'avait fait en direct pour que les gens puissent voir le résultat, comment ça fonctionnait. Ça permettait d'être simple tout en expliquant, en appuyant le propos. Même si, évidemment, on aurait pu aller directement pêcher des poissons dans le lac d'à côté. Mais voilà, ça nous a permis d'adapter et finalement d'accrocher plus les gens. Un petit peu comme pour la cathédrale Notre-Dame, directement de parler d'un cas concret, de faire des expériences, ça parle plus. Même si on n'a pas le retour. En temps normal, ce n'est pas moi qui manipule, c'est les gens, soit qui viennent sur le stand de la Fête de la Science ou au Centre Gallois, ça percute plus. Et comme il a été dit tout à l'heure, hein, les enfants, ils vont vers la manipulation. On s'adapte. J'aimerais poser une question remarque à tout le monde. Il y a une question qui est posée justement sur le chat, sur comment recueillir la réception des différents publics de ces rendez-vous en ligne directs, mais aussi contenus en ligne à disposition, des idées, etc. Vous, je suis persuadé que vous avez discuté avec votre entourage proche ou un petit peu éloigné ou professionnel de ce qui a été montré et vu. C'est quoi les retours que vous recevez justement? Est-ce que c'est positif? Est-ce que vous avez justement un échange assez franc sur c'était une très bonne idée, oh, tu aurais peut-être dû faire ça comme ça? C'est quoi votre expérience par rapport à ça? Est-ce que ça vous sert? Est-ce que ça vous alimente justement dans votre réflexion de l'écriture, de qu'est-ce qu'on peut modifier, qu'est-ce qui a bien marché ou qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Qui se lance? Maxime? Alors, personnellement, du coup, j'ai eu très peu de retours. Enfin, c'est toujours la question, on ne sait pas à quel point les gens vont être honnêtes en fait sur le retour. En général, il y a toujours des trucs qui ne vont pas, il y a toujours des petits soucis, que ce soit vidéo, de son, de manipulation. J'ai pas eu la chance d'avoir de active en me disant bah tiens, ça aurait été sympa de montrer ça, de prendre plus de temps là-dessus. Mais bon, voilà, c'est, je pense, l'inconvénient aussi de la distance. Et vous, Nicolas? Béatrice voulait intervenir avant. Oui, Béatrice? Oui, pour reprendre un petit peu l'interactivité qui a été évoquée dans les différents échanges,
Ça, c'était un point d'attention qu'on avait pour le direct du village des sciences de Tours à l'université. C'était de proposer des petites expériences en fait au public pour capter justement ce jeune public qui vient d'habitude au village des sciences. Et on se disait que si les parents étaient attentifs au programme et à la possibilité de refaire les expériences à la maison, ça permettrait de capter un public plus large, et en particulier les enfants qui sont souvent très adeptes, je dirais, de ce type d'expérience et d'initiative pour refaire les expériences à la maison. Nicolas Charles, vous voulez dire quelque chose justement sur la perception? Oui, alors c'était peut-être encore par rapport à un jeune public, ce que je vois là pour l'émission qu'on avait fait avec l'Esprit Sorté, c'est sous la forme d'un quiz. Et le quiz, ça s'appelait toujours parce que le jeu est là. Et du coup, l'objectif de rendre le quiz attractif, c'était effectivement de susciter l'étonnement avec des questions bien spécifiques. Par exemple, je me rappelle l'anecdote sur savez-vous quelle est l'épaisseur de la terre battue à Roland-Garros, quoi. Donc, les gens ont découvert que finalement, c'était 2 mm, donc c'est rien du tout. Mais par contre, que dessous, on a 1 mètre de terrain avec des matériaux extrêmement différents. Et qui dit matériaux extrêmement différents, dit aussi là le besoin d'un géologue pour les trouver, les carrières, etc., etc. Donc, je pense aussi, c'est capter un maximum de public, c'est aussi l'étonner et l'amener, nous, ce qui nous taraude scientifique, c'est-à-dire se poser des questions et ensuite essayer de l'expliquer. Mais parce que globalement, la sensation que j'ai, moi, le retour que j'ai, c'est que les gens, de façon générale, vont pas forcément être curieux pour certaines thématiques, en fait. Pas forcément On va leur parler d'un thème, ils vont se dire, tiens, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Mais une fois que l'étonnement est là, ils vont justement se poser cette question et vont se faire un petit peu scientifique et essayer de dire, oui, mais pourquoi? Voilà, et c'est là après qu'on peut entamer le dialogue et nous se faire plaisir aussi et transmettre notre savoir et notre science. Voilà. Vous, Rémi, justement, qui travaillez dans une structure qui fait de la médiation scientifique, le pôle des étoiles, comment vous abordez la question, justement? C'est votre retour d'expérience? Alors, nous, on a pas mal diffusé sur Facebook, c'est le réseau social, qu'on utilise, qu'on utilise principalement. Donc, on a eu pas mal de retours à ce niveau-là, des bons en général. Après, moi, de mon côté perso, j'en ai eu des très bons aussi. En général, on a eu de très bons retours pour nos vidéos. On est live, vu, c'est pas une catastrophe, mais vu comment ça s'est passé, voilà, c'était compliqué, donc forcément un peu moins bon. Mais pas mal de conseils qui ont amené sinon les commentaires. Et non, très bon retour en général, ouais, sinon. Alors, justement, pour parler des retours, peut-être faire un retour sur le WooClap, Sylvie, la réponse de la dernière question. Donc, la dernière question posée était la médiation en ligne, quels outils en garderez-vous? Donc, le mot les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, je pense que ça a été l'occasion en fait de réactiver des pages ou des chaînes YouTube qui étaient peut-être déjà en place, mais pas forcément énormément utilisées. Le streaming, les sites interactifs, comme on l'a vu, donc pour aujourd'hui, beaucoup de vidéos ont été tournées avant leur diffusion, même si la diffusion peut paraître comme un live. YouTube, effectivement, les scénarios, une capsule vidéo. Donc ça, c'est vrai que la transformation des événements en public en événements en ligne passe beaucoup par la vidéo. Quelques documents numériques, brainstorming, puisqu'effectivement, il faut un petit peu réfléchir à tout ce qu'on peut proposer, comment on peut le proposer, quels outils utiliser. Et les visioconférences, c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais il y a pas mal de visioconférences qui ont pu avoir lieu et qui permettent quand même d'avoir des actions qui se déroulent malgré le confinement, par exemple. Moi, justement, pour rebondir sur la question du chat, et peut-être en lien aussi avec quels outils en gardez-vous, il y a 2 questions que je vais vous lire l'une après l'autre, puis vous faire réagir. Justement, avez-vous noué des partenariats avec le rectorat, l'éducation nationale, pour que les enseignants puissent se servir de vos contenus en ligne en classe? Et puis aussi, justement, en partant du principe que ce sont des outils qui sont produits et qui sont peut-être voués à être gardés, se pose la question de l'accessibilité et de l'inclusion. Est-ce que les vidéos préenregistrées pourraient-elles être sous-titrées ou signées par quelqu'un? Donc, voilà, 2 questions. Est-ce que peut-être
peut-être la MSH ou justement comment ou Pôle des Étoiles, est-ce que vous avez lié justement des partenariats avec l'Éducation nationale ou est-ce que vous avez des contacts avec les enseignants par rapport à vos outils? Jean-Philippe, peut-être? Non, on n'a pas noué de contact particulier. Nous, c'est peut-être ce qui nous a fait un peu défaut. Moi, j'ai un jeune qui est au collège et j'avais l'impression que la passerelle entre nous et le collège avait été difficile à se faire. Alors, j'imagine que le contexte aussi a particulièrement joué dans ce sens-là. Ils avaient déjà tous la tête dans le guidon pour pouvoir assumer et assurer leur charge pédagogique. Voilà, mais c'est vrai que moi j'ai eu l'impression qu'à ce niveau-là, il avait manqué une sorte de relais. Mais bon, voilà, comme disait Adeline, de toute façon, nous, nos réseaux sociaux, on travaille dans la science pour la science, et c'est peut-être quelque chose que nous, on devrait essayer d'améliorer en tout cas, quoi. Et justement, je vous garde justement sur l'accessibilité et l'inclusion. Le sous-titrage des vidéos ou le fait que ce soit signé, est-ce que c'est une possibilité, une contrainte? Toujours les mêmes questions? Non, c'était un vrai besoin. Moi, je sais que j'y suis assez attaché et j'essaye de plus en plus de proposer un sous-titrage sur les vidéos. Ça nous permet en plus, nous, de tester des outils de transcription automatique qui ont d'autres utilisations dans nos domaines. Mais on utilise des outils qui sont au départ faits pour faire du sous-titrage un peu automatique. Alors c'est vrai que c'est un travail un peu supplémentaire. Avec Adeline, pareil, on s'y est attelé, il a fallu corriger, il a fallu réécrire. Les sous-titrages, souvent, il n'est pas ponctué, donc il a fallu qu'on remette un peu d'ordre dans ces écritures-là. Mais ça nous paraissait vraiment important, en tout cas, de pouvoir donner ce moyen d'accès supplémentaire aux malentendants, en tout cas, par rapport au film que nous, on avait fait, quoi. Et pour le coup, je vais rebondir peut-être sur Rémi Nadal qui fait pas mal de live, enfin, qui, en tout cas, est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe vraiment des outils, des automatismes comme ça qui permettent de sous-titrer, de permettre de rendre accessible aux malentendants? Alors, sur un live, il me semble que ça existe, oui. Alors, j'ai jamais utilisé encore, mais il me semble qu'il y a des outils qui le permettent, oui. Après, bon, tout ce qui est vidéo déjà sortie, il n'y a pas de problème ça pour le faire. Mais oui, en ligne, il me semble bien que ça existe. Après, à voir quoi, je ne saurais pas, j'avoue que là, il me semble bien. D'accord. En tout cas, il y a quand même une volonté de chacun d'entre vous justement de rendre accessible, de pouvoir toucher le plus grand monde. Juste pour revenir sur la vraie différence que je perçois. Tu veux peut-être, excuse-moi, est-ce que c'est, enfin un peu de régie en même temps, excusez-moi. Est-ce que pour l'écran, vous voulez le remontrer ou pas finalement? Il est repartagé. Nous, par exemple, à Centre Sciences, pour la fête de la science, on a pallié aussi le fait d'être à distance en faisant les vidéos Les Sciences Autrement. Donc pour l'instant, elles sont en ligne sans pastille signée. Mais là, le but, c'est de transmettre ces vidéos à une association de sourds et de malentendants pour qu'ils puissent signer justement nos vidéos et on les remettra en ligne avec justement ce sous-titrage-là pour qu'elles soient visibles par tout le monde. C'est notre projet. Béatrice, tu voulais dire quelque chose? Juste en complément, enfin, sur l'aspect ressources et puis capitalisation de toute vidéo, je crois que c'est l'atelier de demain, mais là je m'avance voilà, dans le cadre du forum, justement sur la capitalisation en fait, des ressources qui ont été produites au moment de la fête de la science et plus globalement, je dirais, sur les ressources numériques à destination des enseignants pour qu'ils puissent effectivement en prendre connaissance. D'accord. On va peut-être pas conclure tout à fait maintenant parce qu'on a encore 5 minutes avant de faire une transition sur celle de demain. Mais je regarde juste s'il y a d'autres questions qui ont été posées. Moi, je vais peut-être permettre de justement, je voudrais juste terminer sur le dernier mot. Je pense qu'on va peut-être vous offrir la possibilité de dernier mot. Vous, à refaire, ce sera à refaire. Et est-ce que qualitativement, je ne vais pas vous demander de comparer effectivement entre ce qui se passe en ligne et ce qui se passe en présentiel. Voilà, sur ces deux outils-là, est-ce que vous chercherez à les faire cohabiter
ou si vous pouvez retourner qu'au présentiel, vous retournerez qu'au présentiel. Comment vous percevez les choses? Peut-être commencer par Adeline. Alors nous, de notre côté, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, cette expérience, je pense que ça nous a fait réfléchir pour proposer peut-être ce format, mais peut-être ponctuellement, en fait, auprès de nos chercheurs et de nos doctorants, un format pour les aider à vulgariser leurs recherches, peut-être un petit peu comme ma thèse en 180 secondes. Après, dans le cadre de la fête de la science, on se reposera la question pour cette année, mais c'est vrai que ça a été vraiment un très, très gros investissement pour nous on a plein de projets de recherche en fait et plein de choses qui sont en cours. Donc, c'est compliqué pour Jean-Philippe et moi de tout stopper pour se consacrer qu'à ça sur un temps long. Donc, refaire, oui, mais pas autant de vidéos en un temps si court dans le cadre de la fête de la science. Enfin, là, on peut pas se permettre de faire ça tous les ans. Mais ponctuellement, oui, ça pourrait être intéressant avec, toujours, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, avec des gens qui ont de l'appétence pour ça. Ça peut être un produit un support vraiment très, très, très sympa à mettre en place avec les personnes qui seraient motivées, ouais, bien sûr. Et vous, Amy? Le présentiel, c'est complètement différent du live, mais nous, on est plus présentiel ici. Moi, c'est pareil, je préférais toujours le présentiel. On continuera, je pense, mais ponctuellement, pareil, c'est vraiment un supplément qu'on le ferait. Un supplément, c'est complètement différent. Donc, un supplément, la Nuit des Étoiles, par exemple, cette année, si on pouvait la faire en présentiel, on la fera. Et on rajoutera un supplément vraiment des vidéos. Je pense que dans tous les cas, on le ferait. Ça reste quand même, juste sur vos deux premiers témoignages, ça reste quand même une compétence en plus, une corde, enfin une arme, je ne vais pas y arriver à le dire. Une possibilité supplémentaire de faire de la médiation. J'ai cherché l'expression, mais je ne vais pas y arriver, que vous souhaitez maintenir. Jean-Philippe, c'est votre métier de faire des vidéos, donc pour vous, ça ne change peut-être pas forcément quelque chose, mais justement, cette approche un petit peu dans l'urgence, dans le besoin de faire plutôt grand public que chercheur, vous l'avez déjà expliqué un petit peu, mais est-ce que c'est une expérience qui vous a servi, que vous avez déjà utilisée avant, mais c'est quelque chose que vous allez faire, enfin, continuer à dire? Sur les aspects vraiment sur les aspects d'écriture, je crois que c'est là où il y a vraiment eu une approche différente. D'habitude, je m'efface un peu par rapport à l'envie du chercheur. Et là, avec Adeline, on s'est quand même, on n'a pas hésité à les bousculer en disant, mais là, dans cette partie-là, on comprend rien, quoi. Faut la réécrire, faut la refaire. Il y a d'autres formats où je me dis, de toute façon, c'est des chercheurs qui parlent à des chercheurs et je mets un peu moins mon grain de sel. Là, on a été plus enquiquinant, en fait, pour eux, quoi. Mais ils étaient super contents aussi du résultat, donc peut-être que je mettrai un peu plus mon grain de sel dorénavant dans les prochaines réalisations, quoi. C'est noté. Maxime, cette expérience, alors, est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais faire perdurer, que ce soit de façon individuelle ou à travers une structure? C'est un retour sur cette expérience? Retour 100% positif. Moi, honnêtement, ça a été un petit peu le déclic, je dirais. Entre présentiel et distanciel, moi, je choisirais les deux. Typiquement, on peut faire de bonnes choses en présentiel et aller plus loin avec des vidéos que les gens peuvent consulter chez eux. Non, vraiment, moi, ça a été un bon déclic. Maintenant, je me pose la question des moyens, de ce qui peut être fait. Puis, bon, tout le monde a évoqué le temps, le fait que ça prenait beaucoup de temps. Et oui, effectivement, ça prend beaucoup de temps parce que en plus, j'ai pas eu le côté vidéo, film à organiser moi-même. Donc, je suis un petit joueur par rapport à tous les autres intervenants. Mais non, clairement, je re-signe pour la prochaine fois. Et donc vous, Nicolas Charles, bon, c'est pas votre première expérience, mais est-ce que c'est cette expérience en numérique, pour le coup, Esprit Sorcier, effectivement, il y a peut-être un côté grand studio, grande production, entre guillemets, mais c'est quelque chose de positif pour vous? C'est quelque chose que vous pouvez faire à une plus petite échelle? Quel message vous donnerez justement à vos collègues qui hésitent à s'embarquer sur le numérique ou au présentiel de façon générale, mais voilà. Je dirais que le principal atout du numérique, c'est de garder une trace, contrairement au présentiel, puisque le présentiel, ça va être dans l'instant, d'accord? Alors c'est vrai que c'est plus agréable d'être en direct avec les personnes. D'ailleurs,
C'est vrai que normalement, on est censé accueillir la fête de la science en région là, à Orléans cette année. On croise les doigts pour octobre, mais peut-être qu'effectivement, il faudra revoir, si c'est pas possible en présentiel, de continuer justement en numérique. Et le fait de faire du numérique, alors c'est sûr que c'est chronophage, puisque justement, il faut scénariser davantage les propos, les structurer, et avant tout le diriger vers le public qu'on souhaite, et non pas faire plaisir, entre guillemets, aux scientifiques. Donc effectivement, il faut un petit peu les bousculer des fois pour orienter le discours et simplifier tout en restant vrai dans ce que l'on dit. C'est ça aussi la difficulté de la médiation, c'est que bien sûr, il faut simplifier, mais il ne faut pas dire de bêtises. Voilà, c'est toute la difficulté qu'a le scientifique pour faire la médiation. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est surtout garder une trace, puisque la vidéo, elle restera, si elle est publiée, elle peut être consultable à n'importe quel moment. Alors qu'un échange ponctuel en présentiel, bon, bah, il aura eu lieu cette journée-là, mais c'est tout. Voilà. Moi, je terminerai peut-être juste par justement le côté on laisse une trace et la scénarisation. On l'avait déjà entendu parler, c'était ce matin avec le fond d'écran, ce qu'il y a derrière vous. Il y a que vous, Nicolas Chat, qui avez mis une photo. Bon, nous, on a aménagé un espace exprès pour. Il n'y a pas de souci avec ça. On triche un peu. C'est de la géologie quand même. Hein. Justement, c'est là que je vois le détail effectivement du message envoyé. C'est vous êtes quand même sur de la géologie. Bon, ça nous fait partir un petit peu ailleurs, ce qui peut être très bien en période de pas de confiné. Nous ne sommes pas confinés encore, mais en termes de couvre-feu. Mais voilà, donc il y a plein de petits détails. On sent bien que c'est un langage qui est différent. De faire de la médiation en ligne à travers les différents outils numériques et vidéo, et qu'effectivement il y a des choses qui s'apprennent, il y a un travail en amont qui est important, mais les deux, sur ce que je perçois de ce que vous nous dites, reste quand même des choses qui sont des expériences qui sont complémentaires, mais quand même le présentiel est très important pour vous tous. Donc est-ce que oui, on nous fait des signes dans la régie? Oui. C'est l'heure de rappeler le programme de demain. C'est l'heure de rappeler le programme de demain. Puisque ce forum a lieu donc sur 3 jours et non sur un seul. Donc demain, ça sera donc le dernier jour de ce forum. Le matin, on sera donc justement sur la médiation en mutation et notamment l'accès et la mise en ligne de ressources. C'est vrai que c'est en lien avec ce qu'on dit beaucoup cet après-midi. Et l'après-midi, on sera justement sur, on s'est toujours connecté, justement toutes ces ressources qui ont été mises en ligne, comment faire le vrai du faux, comment un petit peu dépatouiller tout ce qui a pu être mis. Donc ça sera demain après-midi. Oui, l'esprit critique. Voilà. Et ensuite, à 16h30, il y aura donc la petite session de clôture avec le mot de la fin de ce 6e forum. Donc moi, avant de vous quitter, je vais quand même remercier Guy-Antoine Dufour qui était à la régie, à la technique. Merci beaucoup Guy-Antoine. Et Astrid. Et Astrid Pellieu qui s'occupe de la modération. Donc n'hésitez pas, je le redis, c'est vrai que c'est un outil qui est différent, que c'est pas aussi direct et intuitif qu'en présentiel. Mais n'hésitez pas à poser des questions à travers les différents outils qu'on a mis en place, que ce soit le chat, j'ai Twitter et puis bien sûr le WooClap qui permet d'intervenir. Mais ce qui est important, que ce soit en présentiel et en ligne, il ne faut jamais oublier de remercier nos intervenants, parce qu'on le redit, c'est quand même les scientifiques, les acteurs, il y a un travail d'équipe derrière tout ça. Donc moi, je suis tout seul là maintenant dans l'écran, mais Sylvie, Maurice, merci beaucoup pour ce travail qu'on a fait ensemble. Merci à Maxime Boucher, à Jean-Philippe, à Rémi, à Adeline, à Nicolas et à Béatrice. Merci à vous. Je vous laisse peut-être le dernier mot à vous de nous dire au revoir et à très bientôt en présentiel ou ailleurs. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.